Ça fait beaucoup de choses, effectivement. Juste une seconde, je lance ma présentation. On voit que les radiologues sont à la fois imageurs, plombiers, sont maçons, et ça se développe. Bravo pour ce que vous faites déjà sur la Nouvelle-Calédonie. On n'en est pas à ce niveau-là sur la Martinique, sur le périphérique. On est bien en neuroradiologie interventionnelle, et sur tout ce qui est périphérique, on débute. On fait de la cryoablation, on fait de la radiofréquence aujourd'hui, on fait du micro-ondes, mais on ne va pas jusqu'à mettre des broches, c'est un peu des actes de développement pour la suite. Alors moi je vais vous évoquer quelque chose qui est complémentaire à la continuité d'intervention d'hier sur tous les éléments qu'on peut faire en termes d'innovation au travers de la transformation numérique pour mieux prendre en charge le cancer, pas que, mais notamment le cancer dans nos territoires, parce qu'on a quelques fragilités et il faut qu'on soit plus innovant que les autres, et quelque part c'est le fil conducteur de ma présentation. Donc déjà, pour commencer, moi j'aime bien toujours commencer par ça, expliquer pourquoi est-ce qu'on fait de la transformation numérique, parce qu'on peut avoir le sentiment que c'est un gadget, c'est un effet de mode derrière, parce que les autres le font, il faut qu'on y aille. Non, il y a des vrais enjeux, en tout cas c'est comme ça que moi je perçois les choses au niveau du CHU de la Martinique. On fait de la transformation numérique parce que c'est important pour la sécurité de la prise en charge des patients. Quand on a de l'information accessible H24, quand on a des alertes automatiques quand on est médecin, quand on a de l'aide à la décision médicale, ça conforte le soin. Ça nous permet d'améliorer les conditions de travail des professionnels, suppression des tâches répétitives, traçabilité dactylographiée, avoir l'information directement. Ça renforce la continuité des soins. Vie l'hôpital, il y a l'hôpital effectivement, mais il faut faire le lien avec le médecin traitant. Et si on n'a pas de système informatisé pour envoyer les comptes rendus, des outils de télémédecine, la rupture se fait entre l'hôpital et la ville. Ça nous permet de mieux coopérer entre établissements publics de santé. Quand on est sur un territoire, si chacun a son dossier et que le médecin de l'hôpital B ne sait pas ce qu'il y a dans l'hôpital A, c'est un peu compliqué. Et puis enfin, ça nous permet de renforcer l'efficience, parce que ça nous permet de maîtriser les dépenses à bien des égards, je vous donnerai quelques exemples, mais également optimiser les recettes. Et donc c'est vraiment ça la philosophie qui est la nôtre, c'est pas un élément, c'est l'ensemble, et à partir du moment où on a quelques cases cochées sur l'ensemble, ça me permet d'arbitrer le fait d'aller sur une orientation d'investissement sur telle ou telle technologie. Et je vous ai mis un petit peu la Martinique ici, la Martinique, petit territoire à 70 km sur 30, et on a un groupe hospitalier de territoire qui regroupe l'ensemble des hôpitaux publics de Martinique autour du CHU de la Martinique. Donc on est 11, avec le système d'information qui est géré par le CHU Martinique et donc par mon équipe. Alors la méthodologie de la présentation là, du jour, le fil conducteur, ce sera la transformation numérique avec l'intelligence artificielle à chaque fois. Vous aurez la petite ampoule en haut quand il y a le l'IA derrière. Et puis la prise en charge du cancer en prenant les étapes du processus derrière avec une présentation étape par étape. Alors si on va directement sur les premiers enjeux. Quand je suis arrivé à la Martinique en 2022, le premier des sujets, ça a été d'aller à la rencontre de la CPTS, de l'URML et de leur demander finalement, vous les docteurs en ville, quels sont les reproches que vous nous faites à l'hôpital et au CHU de la Martinique singulièrement, et comment je peux vous apporter dans les priorités que je serai amené à instruire sur mon passage sur la Martinique des réponses. Donc le premier sujet qui est revenu sur la table, c'était de dire on n'arrive jamais à vous joindre, nos secrétariats ne sont pas joignables, impossible d'avoir un médecin, et qu'on est embêté quand on a des patients devant nous dans nos cabinets, et on les envoie aux urgences. Donc première réflexion, ce serait de dire bon, on va régler le problème des secrétariats médicaux. Moi j'ai été pragmatique en disant les secrétariats médicaux c'est insoluble. On va commencer à travailler sur des choses qui sont extrêmement pragmatiques et de voir comment est-ce qu'on peut donner des niveaux d'accès à l'ensemble des médecins pour qu'ils puissent accéder facilement à un avis spécialisé. Donc ça passe par 3 étapes. Première étape, on s'est dit, la situation elle est prégnante, il y a une urgence absolue, on appelle le 15, mais quand on appelle le 15, on est dans de l'échange téléphonique et ça peut être intéressant d'avoir de l'image pour le médecin régulateur du SAMU. Donc on a mis une petite application qui s'appelle Smart Eyes, c'est extrêmement simple, ça ne va même pas coûter 4 000 €, mais ça a aidé grandement. Le principe, c'est de dire, le médecin régulateur, quand il reçoit l'appelant, derrière, il peut envoyer, à partir de son logiciel de notification, la personne accepte et prend la main sur la caméra du smartphone devant et derrière. Et ça permet de catégoriser mieux une situation, de voir une plaie et de prendre une décision de régulation plus aboutie, avec la possibilité de faire des snapshots, de faire des zooms, de mettre des pointeurs, etc. Donc c'est utilisé à la discrétion du médecin régulateur du SAMU. Première étape. Deuxième étape, c'est de dire finalement, c'est pas une urgence, et j'aimerais bien avoir la réponse dans la journée, avoir un médecin directement. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir l'ensemble des praticiens, appel, récupération de numéro de téléphone, lobbying, négociation. Si vous lâchez sur ça, je vous donnerai telle autre chose au biomédical. On a réussi à convaincre 46 spécialités pour créer ce qu'on appelle une ligne streamline de médecin à médecin. L'idée m'est venue du CHU de Lille qui avait mis ça en place. Et donc le médecin généraliste a un annuaire, comme vous voyez en face, la liste de l'ensemble des spécialités, heure de début, heure de fin, et il peut prendre son téléphone, numéro à 10 chiffres sans passer par une secrétaire, et il tombe directement sur un endocrinologue,
directement sur un oncologue médical, directement sur un chirurgien orthopédiste. Et là, derrière, soit il y a un médecin senior, soit il y a un PADU, soit il y a un interne, soit il y a un docteur junior, mais il a un médecin de spécialité, ce qui lui permet d'échanger sur la situation, avoir des conseils d'ajustement de traitement, de négocier une admission directe sans passer par les urgences. Et donc là, ça marche bien. Ça n'a pas été facile au début pour convaincre tout le monde. Tout le monde avait peur d'être assailli de questions des médecins généralistes. Et au final, les médecins généralistes utilisent avec tact et mesure quand vraiment ils en ont besoin. Et je suis personnellement les statistiques tous les mois. On a 95% de taux de décroché téléphonique. Donc quand je vois qu'il y a un décroché parce qu'il y a un médecin qui est parti, ils ont oublié le DECT à tel endroit, j'appelle le chef de service, attention, on avait un deal. Et donc ils résolvent la situation. Et donc ça marche bien. Et le parti pris, c'est de dire pas du tout de numéro de téléphone communiqué aux patients. Donc les numéros ne sont que de médecins, et donc c'est un annuaire de médecin à médecin. Maintenant, si on rajoute à ça la couche technologique, donc on a mis en niveau 3 la télémédecine. La télémédecine, c'est de se dire, j'ai pas besoin d'avoir un médecin au bout du fil tout de suite, je peux attendre 24-48 heures pour avoir une réponse. Et donc là, on a mis une solution de télémédecine qui s'appelle Rofim, c'est une solution que j'ai connue à Marseille, que j'utilisais dans mon établissement précédent, avec un dispositif de téléexpertise. Donc la téléexpertise, c'est quoi ? Le médecin généraliste, le médecin libéral spécialiste, renseigne un formulaire, il se connecte depuis son smartphone ou n'importe quel PC, renseigne un formulaire, on a adapté les formulaires aux spécificités des spécialités. Donc les dermatos nous ont dit, nous on veut ça, la taille de la lésion, les cardiologues nous ont dit, on veut des éléments de la saturation, du rythme cardiaque, peu importe, et on a ajusté les questionnaires à la réalité des spécialités. Le médecin généraliste dans son cabinet renseigne, fait des photos, il peut faire une photo de bilan biologique, photo d'un compte rendu d'imagerie, photo d'une plaie, et derrière, l'intérêt, c'est que c'est financé par la Caisse générale de sécurité sociale. L'assurance maladie en France prévoit ce financement-là. Quand on est médecin demandeur, on peut facturer 12 € dans la limite de 4 demandes par an par patient. Donc chaque demande, le temps passé à renseigner la demande est facturable. Et nous, en tant qu'établissement, ce n'est pas gratuit, on facture une téléconsultation. Donc c'est 27 € une téléconsultation chez nous. Donc c'est gagnant-gagnant pour l'un et pour l'autre. Et donc derrière, on a un délai de réponse de 39 heures. On a 760 correspondants médicaux qui sont inscrits sur notre plateforme. Ça a commencé petit, on a commencé par 3 spécialités. Maintenant, on est à 17. Et puis l'an dernier, on a eu 1900 demandes reçues de la médecine générale. Si on regarde derrière, non, je ne vous ai pas mis les tableaux. Sur l'ensemble des spécialités, ça ne vous échappera que ce qui marche bien, c'est la dermato. Sur la partie dermato, il y a une petite plaie, on ne sait pas ce qu'il y a, on fait une photo, le dermatologue répond, et derrière, éventuellement, on prend le patient en consultation si on a besoin par la suite. Donc ça marche très bien. C'est pas coûteux et ça répond vraiment quand on cumule le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Maintenant, quand on a vu cette étape d'accessibilité à un avis spécialisé, ce qui est la base de la base, quand on fait du cancer, il faut gagner du temps, et pour gagner du temps, c'est bien d'avoir ce que je vous ai montré hier, des gros plateaux techniques de médecine nucléaire d'imagerie, et si les gens ne peuvent pas avoir un gastro-entérologue pour lui poser des questions et savoir s'il peut faire une endoscopie rapidement dans cette situation-là, le combat il est déjà perdu d'avance en début de processus. Maintenant, deuxième étape, quand on va un peu plus loin, le patient il arrive chez nous. C'est important qu'on soit efficace sur la partie diagnostic, concertation et prise en charge. Et donc, le débat qui a été le mien en 2022 en arrivant, c'est que les praticiens d'IA commençaient à se développer, intelligence artificielle, et me demandaient des solutions d'IA. Et ça a été difficile de faire accepter mon positionnement qui était de dire on ne va pas commencer à faire de l'intelligence artificielle si on n'a pas déjà informatisé le dossier patient. S'il est papier dans la majorité des services, l'IA c'est bien, mais il faut s'entraîner sur la donnée. Donc on va commencer à mettre ces projets-là de côté, on va commencer à travailler sur la mise en place de données dématérialisées, si possible structurées. Donc c'est quoi structuré? C'est des cases à cocher, des éléments, pas du champ texte partout, parce que l'informatique c'est bien d'avoir des éléments facilement interrogeables, de mettre en place une stratégie, et puis ensuite de gérer astucieusement un portefeuille de projets pour que si je dis oui sur un sujet en 2022, que je sois en rendez-vous à la fin 2022 et que les praticiens n'aient pas le sentiment que ma demande de pause de tel projet et finalement ne soit pas envoyée calendrier grec. Donc on a commencé par lancer des projets. Donc j'ai lancé un projet dossier patient informatisé aux urgences, un projet dossier usage informatisé en EHPAD, du dossier de spécialité en réanimation, du dossier de spécialité en gastro-entérologie, et puis la mère des batailles, le dossier patient informatisé généraliste. Donc ça se présente comme ça, un dossier unique pour l'ensemble du territoire. Donc on soit dans le sud de la Martinique ou dans le nord, l'ensemble des données sont mutualisées. Donc le médecin qui est au Marin voit la prescription médicale du médecin de Fort-de-France, et ainsi de suite, ce qui fait que ça facilite les liens. Quand un patient décompense dans un établissement, un petit établissement du territoire, et derrière nous, on sait ce qui a été fait, ce qui a été prescrit. Et quand un patient sort de chez nous pour aller en soins de réadaptation dans un autre établissement, ils peuvent continuer les prescriptions de manière assez aisée. Et ça, c'est extrêmement important et je pense que c'est le fondement quelque part. Et c'est la base, comme en imagerie pour les radiologues, c'est le PACS d'imagerie qui est la base. Mais il faut commencer par ces sujets-là. Donc on a commencé par faire un gros travail d'interopérabilité
qui consiste à dire, au final, avant même d'offrir quelques services que ce soit à la communauté médico-soignante, c'est de voir avec mes équipes à l'informatique comment est-ce qu'on fait des interfaces. Donc c'est un travail caché qui permet de dire en CHU comme le nôtre, c'est 7000 salariés, j'ai 200 logiciels dans mon portefeuille, c'est de dire comment est-ce qu'on fait communiquer les logiciels entre eux. Et donc de faire de l'urbanisation comme dans une ville, faire des plans, faire des routes et ensuite construire des immeubles, c'est de ça dont on parle. Et donc de s'assurer que le compte-rendu d'imagerie, le compte-rendu d'endoscopie, le compte-rendu de radiothérapie, le compte-rendu de coronarographie, que tout ça puisse converger par des flux et arriver directement dans ce dossier, comme ça mon médecin, quand il se connecte, si le patient a eu un passage d'urgence il y a 3 semaines, s'il a été dialysé, ben, il voit tout dans le dossier patient informatisé, ce qui est une plus-value pour la prise en charge forte, et c'est un combat de tous les jours en passant de mettre en place ces interfaces. Et derrière, on le retrouve ici avec des moteurs de recherche full texte qui permettent de dire je mets un mot-clé dans mon moteur de recherche qu'on voit ici, le pointeur, je ne sais pas comment est-ce qu'on le lance, mais c'est comme ça, moteur de recherche, je vais sur mot-clé, ça remonte l'ensemble des documents dans lesquels il y a ce mot-clé-là, ce qui permet de faciliter l'accès à l'information pour le médecin. Et on a fait la même chose pour les rendez-vous, mais s'assurer que les secrétaires et les rendez-vous d'imagerie, les rendez-vous de cardio, les rendez-vous de radiothérapie, ce qui permet d'avoir une visibilité sur le parcours du patient de manière aisée. Et ça, souvent, on l'oublie malheureusement dans nos établissements de santé. Alors, sur maintenant l'intelligence artificielle, maintenant qu'on a mis une base d'information structurée, comment est-ce qu'on vient mettre une couche d'intelligence artificielle dessus? Donc déjà, on en parle beaucoup, l'intelligence artificielle, mais de savoir de quoi on parle, je vous ai mis 2 définitions, on prend comme on veut, mais pour la CNIL, c'est un procédé logique automatisé qui repose généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. C'est ce que nous dit la CNIL en termes de définition sur l'intelligence artificielle, le Parlement européen a une définition. L'idée, c'est pas ici de faire une conférence débat de spécialistes, mais il faut quand même qu'on comprenne d'où ça vient, parce qu'on a l'impression que c'est arrivé hier. Sauf que l'intelligence artificielle, ça a été conceptualisé dans les années 50. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Imitation Game, avec un mathématicien brillant, un peu bizarre, occupé du monde. Mais ce sont les travaux d'Alan Turing qui ont lancé l'intelligence artificielle dans les années 50. Et au final, les premiers usages qu'on a retrouvés, c'est déjà dans les années 80, avec une machine qui suit des règles préétablies. Quand on est dans un serveur de résultats de laboratoire, et qui vous met une alerte parce que le résultat a dépassé un seuil, c'était déjà de l'intelligence artificielle. C'était pas aussi développé que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était déjà un peu ça de l'algorithmie. Quand on a un ECG avec une difficulté sur un ECG, derrière une saturation qui sonne, c'était déjà un petit peu ça. Ensuite, dans les années 90, arrive ce qu'on appelle le machine learning. On a de plus en plus de données informatisées, et donc l'outil apprend derrière à partir des données et se corrige lui-même. Donc on est déjà monté d'un cran sur la partie intelligence artificielle. Et dans les années 2010, comme on a eu énormément de données et de technologies, la technologie a progressé, on a pu créer des réseaux neuronaux, ce qui nous a permis de faire ce qu'on appelle du deep learning. Et donc l'outil a de plus en plus d'informations, ce qui fait qu'il est plus pertinent dans sa réponse. Et quand vous voyez les IA en public aujourd'hui, du ChatGPT, du Claude, du Mistral, ben c'est parce qu'on est sur du deep learning aujourd'hui qui permet d'avoir une puissance de calcul suffisante pour anticiper des scénarios. Et maintenant, ce qu'on retrouve de plus en plus, ça arrive vite, ça fait 6 mois que c'est sur le marché, des intelligences artificielles agentiques. Là, elle est plus sur des règles définies, elle réfléchit par elle-même, et on lui donne un objectif final, et elle trouve sa stratégie, son chemin, et c'est des scénarios, et change. On a eu une urgence, je vous en parlerai si on a un peu de temps. Alors, sur les usages finalement d'intelligence artificielle pour nos CHU de la Martinique. Premier élément, c'est plus du médicament. Ce qu'on connaît tous, c'est ce fonctionnement classique. Déjà, ne serait-ce qu'en faisant ça, on avait déjà amélioré grandement la prise en charge des patients. Dans notre dossier patient informatisé, on a une prescription, elle est certifiée là, donc une aide à la prescription, le médecin, s'il y a une alerte entre les antécédents, les allergies et le médicament qui prescrit, ce que est classe ATC, le système lui met une alerte en disant attention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir prescrire ça? Deuxième étape, sur la partie validation pharmaceutique, notre outil emmène des algorithmes de base pour les pharmaciens qui permettent de dire voici la liste de toutes les prescriptions qu'il y a dans l'hôpital, et il y a un pharmacien qui fait la pharmacie clinique qui relie les prescriptions, mais du coup par critères de risque. Celles pour lesquelles l'outil a identifié qu'il y a des risques parce qu'il y a des antécédents, parce qu'il y a des allergies, parce qu'il y a des combos de médicaments qui ne sont pas compatibles entre eux. Et puis on a mis des alertes un peu plus derrière au niveau administration pour les infirmiers qui permettent sur le plan de soins directement de voir les commentaires qui ont été mis par le pharmacien ou les commentaires qui remontent par l'algorithme. Maintenant vous me direz, mais c'est déjà pas mal, on aurait pu se satisfaire de ça. Quand on regarde sur l'usage, on est passé de 0% de prescription médicale relue par un pharmacien à 66% au CHU. Et on se dit comment est-ce qu'on peut atteindre les 100% comme font d'autres établissements en France. La contrainte qu'il y a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pharmaciens, ils n'ont pas le temps pour le faire, et donc l'idée c'est de leur faire gagner encore plus de temps
sur le travail d'analyse pharmaceutique. Et c'est en ça que l'intelligence artificielle est intéressante. On a acheté un outil qui s'appelle Vidal Sentinel, c'est un outil de screening avec de l'intelligence artificielle. Il fait la même chose que ce que je vous ai dit au-dessus, mais il va prendre aussi les résultats de biologie. Donc ça veut dire que derrière, il prend la prescription, les données du patient, parce qu'il les a dans le dossier patient, et puis les résultats de biologie. Et donc s'il y a un risque de néphrotoxicité sur un médicament et que le résultat de biologie montre qu'une clairance n'est pas bonne, l'outil va mettre en première ligne pour le pharmacien l'alerte, et donc le pharmacien va commencer à analyser les lignes de prescription médicale les plus à risque. Et avec ça, grâce à l'IA, eh on fait mieux. C'est-à-dire que même si on n'arrive pas à 100% d'analyse pharmaceutique, on s'assure que le pharmacien a vu celle qui pose le plus de problèmes. Et en soi, c'est déjà une étape de référence pour nous. Si je vais un peu plus loin sur l'imagerie médicale, là ça existe depuis quelques temps, fait générateur, ce n'était pas pour le cancer. On a une plainte de patients qui se plaignait, j'ai des douleurs, je suis venu aux urgences pour douleurs thoraciques, on m'a fait une radio, on lui avait fait un grid costal, elle nous écrit, c'est la patiente qui nous écrit, la direction, un grid costal, elle a mal, le médecin lui dit, vous n'avez rien madame, il lui donne des antalgiques, elle repart chez elle, au bout d'une semaine, ça va un poil mieux, elle va voir son médecin généraliste qui lui prescrit un scanner, et au final, 12 côtes cassées. Moi je suis un ancien manip radio, je ne l'ai pas dit, bon je vois le courrier de plainte, je vais regarder le dossier du patient, ce que je ne dois pas faire, je regarde, mais c'est plus facile quand je sais qu'il y a des côtes cassées. Donc j'en vois quelques-unes, pas les 12, j'en vois quelques-unes. Donc on s'est vu avec la direction générale, et ça a été finalement le point d'entrée des IA au CHU de la Martinique en se disant qu'est-ce qu'on fait sur le marché, ça existe depuis longtemps des intelligences artificielles. Ben, on a mis 60 000 € sur la table, c'est pas beaucoup sur un CHU qui pèse 760 millions de budget, et donc 60 000 € en disant on va screener toutes les radios qui sont faites au niveau des urgences, et notre IA c'est Glimmer, ben, elle permet de détecter des fractures, des luxations, des épanchements et puis des lésions osseuses derrière en mettant des encadrés. Encadré ferme, c'est qu'elle est sûre de ce qu'elle a vu, avec ce qu'elle a détecté, et encadré pointillé, c'est qu'elle a un doute. Et l'ensemble des études montrent que l'outil est bon, il est très très sensible, il est spécifique dessus, il a la contrainte de mettre parfois des faux positifs, et c'est en ça que ça commence à être intéressant pour la partie cancérologie, c'est qu'au-delà de l'assistance de nos médecins urgentistes, parce que les radiologues ne veulent plus lire des radios aux urgences, ils veulent aller au bloc interventionnel, ils ne veulent plus lire des radios aux urgences. L'intérêt qu'il y a, c'est qu'on a mis cet outil-là sur les radios thoraciques, ChestView, qui permet de voir des pneumothorax, des épanchements, des syndromes alvéolaires, des masses, des nodules. Et donc il fait plein de faux positifs, mais vous arrivez aux urgences, vous avez une radio pulmonaire, elle met un doute en mettant un encadré en disant il y a peut-être un nodule ici, et donc l'urgentiste est incité à faire un scanner derrière, ou de faire un autre examen, une écho, tout ce que vous voulez, et derrière ça permet de détecter des cancers, finalement de faire une politique de dépistage qui ne dit pas son nom, quelque part. On a vu augmenter massivement le nombre de scanners parce que l'IA détecte des choses pour lesquelles vous n'êtes pas venu. Et donc ça nous permet de faire les compléments. Et ça marche bien également. Sur la partie mammographie, on a investi dessus aussi avec un outil qui s'appelle Transpara. Donc l'outil, le radiologue, le manip radio fait sa mammographie. L'outil analyse la mammographie et il classe la mammographie sur un critère de risque de 0 à 98. Dans 3 catégories, soit il y a un risque faible, soit il y a un risque intermédiaire, soit il y a un risque élevé. Et il met là aussi un encadré derrière sur la zone pour alerter le radiologue dessus et d'inciter à aller biopsier cette zone-là. Donc encore une fois, un radiologue qui est expert en imagerie de la femme, ça ne lui apprend rien, contrairement au reste pour un urgentiste. Mais quand on est un radiologue néophyte, pas à l'aise dessus, c'est le cas au CHU de la Martinique, on n'est pas à l'aise sur la partie radiologue spécialisée en imagerie de la femme, et c'est toujours rassurant de dire à un radiologue polyvalent, tu vas aller faire des mammos, mais tu auras un filet de sécurité derrière avec un outil, que d'aller sans filet, ou quand on est fatigué, qu'on est en fin de matinée, qu'on a été dérangé, on a un peu moins de vigilance, et l'outil, l'intelligence artificielle vient aider. Si on sort de l'imagerie médicale, on a plein d'autres IA, mais comme elles ne sont pas liées au cancer, donc j'en parle pas ici. Si on va sur le plateau technique de biologie maintenant, c'est extrêmement important dans la stratégie diagnostique. Sur la partie biologie, et ça a été évoqué hier, sur les coopérations qu'on a entre laboratoires. Vous travaillez avec des laboratoires sur des prélèvements que vous ne pouvez pas traiter sur Tahiti, vous les envoyez dans l'Hexagone, d'accord, ou ailleurs, ou à des laboratoires privés sur le territoire. Pour échanger entre laboratoires, il faut des référentiels qui permettent de dire que finalement une clairance est la même, ou quand on parle de micromol d'un côté et de millimol de l'autre, qu'on soit sur les mêmes unités. Donc il y a une classification internationale qui s'appelle l'OINC, derrière, qui existe depuis longtemps, et pour lesquels nos laboratoires de biologie n'ont jamais vraiment investi du temps, parce qu'un laboratoire comme celui du CHU de la Martinique, c'est 4000 codes d'analyse. Donc il faut aller pointer chacun des codes d'analyse, vérifier à quoi ça correspond au niveau international. Et c'est en ça que l'intelligence artificielle est intéressante. Donc on est passé par une IA
qui s'appelle Onaos, qui est venue, qui a regardé tout notre catalogue de biologie, qui a regardé le catalogue international et qui a réussi, elle, toute seule, à faire 75% du job. Ce qui fait que les biologistes ont simplement contrôlé le travail de l'intelligence artificielle et ont passé du temps à faire les 25% restants, ce qui nous permet de mieux coopérer avec les laboratoires sous-traitants. Mais ça nous permet quelque chose d'assez essentiel, c'est d'alimenter mon espace santé, le dossier médical partagé. Parce que pour l'alimenter, il faut que les analyses soient sur un code unique. Donc ça, c'est un exemple, on a vu l'imagerie, et sur la biologie de l'intérêt de l'intelligence artificielle. Si on va maintenant sur l'anapath, même logique. On est arrivé sur un système qui était visualisation des lames au microscope. On a investi massivement sur la pathologie numérique, donc avec des scanners de lames. Donc les lames sont scannées. On a acheté des écrans adaptés pour les médecins, des souris adaptées qui permettent de gérer la profondeur également. Et une partie de nos médecins, pas tous, parce que certains sont plus à l'aise avec la lecture de lames sur microscope, mais utilisent cette virtualisation des lames pour faire le diagnostic. Et l'intérêt immédiat qu'on retrouve, c'est la seconde lecture. Quand on a un territoire insulaire comme les nôtres et qu'on doit faire relire une lame de prostate par quelqu'un qui est spécialisé, quand on est anapathe généraliste, mais la lame, on la prend, on la met par la poste ou FedEx ou je ne sais qui. Le temps qu'elle parte, le temps qu'elle revienne avec le résultat, on perd du temps sur la prise en charge du cancer. Nous, directement, on importe avec Allopix, le médecin veut une deuxième lecture, on a des partenariats avec Aix-en-Provence, avec la baie de Paris, avec l'IGR, un clic, ça rentre, la lame elle est visible là-bas, ils le regardent, font leur commentaire et le commentaire revient derrière. Et c'est l'intérêt du coup la virtualisation des lames d'anapath. Alors c'est pas donné, hein. Ces technologies qui sont coûteuses, ça demande de l'ingénierie, ça demande du stockage phénoménal. Une lame d'anapath, c'est pas une imagerie de scanner, ça pèse des volumes de data importants. Mais on a fait cet investissement-là parce qu'on a connu sur la Martinique beaucoup de crises sur l'anapath. À chaque fois qu'il y a un médecin qui s'en va, ça devient difficile. Et donc ça permet de garantir des anapathes polyvalents et de la surexpertise à distance. Et ça nous offre un terrain de jeu assez phénoménal. On commence à peine sur ce volet-là, sur la prostate, avec des IA, des prestataires qui nous sollicitent, parce qu'on a beaucoup de cancers de la prostate chez nous, en nous disant on aimerait bien jouer avec votre base de données sur les lames. Comment est-ce qu'on fait des deals ensemble sur le fait de pouvoir rentrer sur vos bases, assister vos médecins anapathes et derrière entraîner nos outils à la détection du cancer de la prostate de manière plus aisée. Et donc ça, sur ce volet-là, ça marche bien. Si on va sur l'étape de concertation, donc on est passé sur le plateau technique, derrière, le radiologue, le biologiste, l'anapathe a fait son compte rendu, derrière on passe à l'étape de la concertation généralisée. Soit il y a encore un doute, et on a besoin sur nos territoires d'avoir là aussi des avis spécialisés. Je vous ai parlé tout à l'heure de la télémédecine au sens où le CHU était requis, donc les requérants c'était les médecins généralistes et nous les experts. Mais nous, on a besoin aussi d'aller sur des expertises nationales sur des sujets parce que vous pouvez être chirurgien auto et puis ne pas voir régulièrement certains types de cancers. Et donc l'intérêt, c'est qu'on est passé par une plateforme, la même plateforme qui s'appelle Rofim, qui a un gros réseau au niveau national. Et Rofim, l'intérêt, c'est qu'on trouve des experts sur cette plateforme. Donc notre médecin peut aller rechercher un expert, soit parce qu'il le connaît déjà, soit parce que cet expert est référencé. Renseigne le formulaire, charge des images, on a connecté tout ça au PAX d'imagerie, charge des images derrière, et l'expert distant, un vue d'ICOM, voit les images et peut permettre de tracer, et pareil, il est rémunéré, et nous on est rémunéré parce qu'on fait la demande d'avis. Et ça, c'est aussi gagnant-gagnant, et les équipes gardent les liens avec leurs équipes historiques. Si j'ai été formé à Lyon, ben je sollicite mes copains des HCL, si j'ai été formé à Bordeaux, les copains de Bordeaux, mais ça permet de sécuriser la transmission des images, d'éviter le WhatsApp, d'éviter la messagerie non sécurisée. Et donc ce point-là, c'est pas très onéreux, ça marche bien. Je vous ai mis quelques exemples de services utilisateurs. Sur la partie de la RCP, on n'est pas très innovant sur la RCP. Aujourd'hui, sur la RCP nationale, on utilise la même solution Rofim, qui est référencée au niveau national sur les maladies rares. Et donc, aujourd'hui, on a des RCP Caraïbes avec un certain nombre d'établissements nationaux qui permettent de traiter, notamment en pédiatrie, l'ensemble des cancers de discuter avec des experts nationaux. Donc ça marche bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était déjà en place avant que j'arrive. Ensuite, toute la RCP hors cancer, c'est ce qui est assez intéressant et c'est ce qu'on a ramené, c'est qu'on avait des RCP cancer qui sont faites par le GIP Santé, comme vous faites ici sur l'Institut de cancérologie, mais on s'est dit finalement, c'est bien de faire la RCP cancer, mais c'est bien de discuter en dehors du cancer et de favoriser les staffs sans que les médecins se déplacer, aller dans des salles physiques. Et on a utilisé cette solution Rofim, pareil, pour gérer l'ensemble des staffs. Donc c'est jusqu'à 50 participants. Celui qui veut rajouter son cas
rajoute son cas, fait le lien avec le PACS, met son image dedans, et les participants, quel que soit l'endroit où ils sont, on peut inviter un ami médecin qui est dans l'Hexagone, qui est en Guyane, qui est je ne sais où, il se connecte, tout le monde peut s'amuser avec les images et les voir, sans que le radiologue tienne sa souris, chacun développe les images comme il veut, et l'outil gère automatiquement, comme tout outil des RCP, le quorum, le compte-rendu derrière, et on renvoie dans le dossier patient informatisé le compte-rendu de RCP de manière automatique. Maintenant, passons à l'étape du traitement. On s'est concerté, on est d'accord sur la partie traitement. Alors, sur la partie chirurgicale, on n'est pas très avancé sur les intelligences artificielles. Les établissements qui ont créé des jumeaux numériques, je pense singulièrement à la chirurgie thoracique, où le chirurgien peut créer un jumeau numérique, s'entraîner avant sur l'extraction, voir ce que ça peut représenter sur la fraction respiratoire. On n'en est pas là, on n'a pas fait ce choix-là, donc ça je suis la partie. Non pas qu'on ne pourrait pas le faire, ce n'était pas une priorité. Par contre, si je fais le lien avec la présentation précédente sur la radio, pour des besoins qui n'étaient pas des besoins de cancéro, mais qui peuvent servir à la cancéro, on a retenu une solution qui s'appelle Rapide Angio, qui permet, lorsqu'un patient arrive avec un AVC, de faciliter la décision de thrombectomie. Le radiologue fait son tour avec son appareil biplan derrière, et RapidIA, l'IA vient vérifier l'ensemble des plages du cerveau qui peuvent être récupérées s'il va déboucher l'artère, ce qui permet de conforter la balance bénéfice-risque entre le risque de saignement qu'il peut y avoir ou autre, et puis le volume cérébral qui peut être sauvé. Mais si on étend ça, ce fonctionnement-là, de la partie AVC à la partie tumorale sur les exemples que tu montrais juste avant, on a un méningium bien vascularisé, on a une métastase cérébrale bien vascularisée. Le principe RapidIA mesure le volume de perfusion cérébrale juste avant. On fait l'embolisation, derrière même tour, et on regarde finalement quelle incidence il y a, et s'il faut reprogrammer l'examen, on peut le reprogrammer, ce qui fait que le neurochirurgien derrière a une vision du volume de la perfusion cérébrale de cette lésion, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Donc c'est comment détourner un outil qui était pour l'AVC pour améliorer la prise en charge du cancer. Si on passe maintenant à la chimio. Alors ça passe plus. Le pointeur qui ne fonctionne plus. De revenir en arrière, mais ouais, ok, ça marche. Sur la radiothérapie, juste avant la chimie. Sur la radiothérapie, même débat, c'est compliqué d'avoir des radiophysiciens, c'est compliqué d'avoir des dosimétristes, des radiothérapeutes même logiques également. Donc là, on a une IA qui s'appelle TheraPanacea, plutôt bien développée celle-ci, qui permet d'aider le radiothérapeute à faire le contourage. Vous savez que quand on fait la radiothérapie, il faut contourer la zone cible qui doit recevoir la dose, et contourer également les organes à risque pour permettre ensuite de faire le plan de traitement. L'outil vient positionner automatiquement les premiers éléments de la zone, les organes à protéger, ce qui permet de faire gagner du temps. Le radiothérapeute est dans la validation plutôt que de passer du temps à faire le contourage sur le scanner ou sur l'IRM qui est réalisé. Et l'outil permet de faire des fusions d'images aussi, pareillement. Donc là aussi, ça fait gagner du temps et ça évite des goulots d'étranglement en radiothérapie, déjà à l'étape de validation du traitement. Maintenant, passons à la chimiothérapie. Sur le volet chimiothérapie, ça a été un grand débat de se dire est-ce qu'on y allait, est-ce qu'on n'y allait pas. On a de la télésurveillance qui existe un peu partout. Vous savez, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la télésurveillance. Oui, donc la télésurveillance, ça existe pour le diabète, on en avait déjà pour l'insuffisance cardiaque, on avait pour les prothèses implantables en cardiologie, et puis finalement, quand je suis arrivé en 2022, les champs qui étaient encore à explorer, c'était l'insuffisance rénale chronique, donc on a mis un outil, que je ne vais pas développer ici aujourd'hui, mais sur la cancérologie, on a travaillé à une mise en concurrence entre les deux grands outils du marché, on a retenu la solution QWERTY, et l'intérêt de cette télésurveillance, c'est qu'elle est totalement gratuite, ça ne m'a rien coûté du tout, hormis l'interopérabilité avec le dossier patient informatisé, et mieux encore, on gagne un peu d'argent. Chaque fois qu'on a un patient qui est télésurveillé, en cancérologie, on gagne 28 € par mois par patient. Donc j'ai fait un deal avec les équipes médicales en disant, vous entrez dans le dispositif, vous me faites confiance, on fait la télésurveillance, et la moitié de l'argent qu'on gagne, je fais le lobbying pour vous recruter des infirmières de coordination, des infirmières de pratique avancée. Donc on a déjà recruté une IPA et une IDEC grâce à ce dispositif-là déjà aujourd'hui. Donc le principe, il est simple. Le patient est inscrit, donc le patient arrive, il a fini sa RCPE, il voit l'oncologue médical. Une fois qu'il a vu l'oncologue médical fait une prescription de télésurveillance. Il passe au niveau des infirmières de coordination. L'infirmière de coordination vérifie l'aptitude, son aptitude au numérique à l'utilisation des outils numériques. Et derrière, on l'inscrit dans un processus. Quand il est inscrit dans le processus, à chaque fois que le patient a une chimio, on a connecté ça à notre logiciel de rendez-vous. Chaque fois que le patient a une chimio planifiée, il reçoit une notification sur son smartphone
avec la possibilité de renseigner des formulaires. Donc, il renseigne le formulaire, comment ça va, est-ce que je suis en forme, combien je pèse, est-ce que je dors bien, est-ce que j'ai la diarrhée, est-ce que j'ai je ne sais quoi, est-ce que j'ai la fièvre. Je rappelle au patient qu'il faut aller faire un bilan biologique, donc le patient a l'information du bilan, il peut faire la photo de son bilan derrière, et l'outil il est assez redoutable. Sur la partie déjà avant la chimiothérapie, il identifie les contre-indications à la chimio. C'est-à-dire qu'avant on se déplaçait, on venait le jour J, on attend, on voit l'oncologue médical, ensuite l'oncologue médical dit oui ou non pour le traitement, fait la commande, les pharmaciens préparent les poches et les envoient, donc le patient perd un temps phénoménal dans l'hôpital de jour. Là on sait avant, globalement, quasiment 80% des cas, que le patient ne sera pas récusé et ça nous permet de commander les poches avant et d'éviter des trous dans notre programmation. Donc ça a au moins déjà cet intérêt-là. Ensuite, si le patient, quand le patient a fait sa chimiothérapie, je dis chimiothérapie, mais ça marche pour l'hormonothérapie, ça marche pour les chimioradiothérapies concomitantes, la chimiothérapie orale, on a développé au fur et à mesure les différentes filières. Le patient a eu sa chimio, rentre chez lui, en fonction des effets secondaires qui sont attendus sur cette molécule-là, et c'est ça le caractère remarquable de ces solutions, c'est qu'ils ont repris l'ensemble des classes thérapeutiques, ont repris la littérature avec les effets secondaires qui sont attendus, ont ajusté des questionnaires en fonction de cette réalité-là, et le patient va renseigner à J1, J2, J3 des formulaires, et l'algorithme va tourner et va faire une classification clinique. Donc il viendra positionner le patient soit dans un risque correct, donc c'est vrai que ce patient, c'est même pas la peine de l'appeler, de s'embêter à faire l'appel du lendemain, il n'y a pas de risque particulier, soit il est fragilisé, et donc là il y a un petit sujet derrière, on va peut-être planifier un appel pour vérifier si tout va bien, soit il est à surveiller, et donc l'infirmière de coordination du coup va avoir un regard un peu plus précis, soit il est complètement critique, et là ça nous permet d'éviter des décompensations au niveau des urgences, c'est-à-dire qu'avant que le patient ait complètement l'ensemble des signes et décompense, ben on sait que ce patient est critique, et donc c'est notre infirmière de coordination, notre IPA qui l'appelle, qui dit attention, est-ce que ça va, on a le sentiment que ça ne va pas, venez aujourd'hui, venez demain, vous verrez l'oncologue, et derrière ça permet d'avoir un regard directement de spécialiste sans passer par les urgences. Donc c'est un gain pour le patient, mais c'est un gain également pour l'équipe médico-soignante derrière qui permet d'anticiper les difficultés. Quelque part, on a un changement de paradigme sur ce sujet-là. Donc, ce projet, il a été fait en termes de logique d'expérience patient. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je suis vice-président de la CDU de l'établissement, j'y passe un temps certain. Travailler avec les associations, se dire, quand on va sur de l'application informatique pour laquelle les patients sont utilisateurs, c'est de se dire comment est-ce qu'on va les intégrer dès le début de la conception du projet. Ça veut dire que quand j'ai mis en concurrence les deux grandes solutions, Resilience et Curti, j'avais deux représentants de la CDU, désignés par la présidente de la CDU, des associations, donc la Ligue était invitée et l'association Amazon derrière, et participaient au comité de pilotage, voir les différentes solutions. Je faisais un tour de table à la fin, les docteurs, les infirmiers, les patients, les représentants de patients, vous en pensez quoi et vers quelle solution on va. Ensuite on tranche et viennent au suivi. Alors cette logique d'expérience patient, elle n'est pas évidente parce que des fois c'est technique, c'est ardu, il faut faire une vulgarisation derrière, l'idée c'est pas de ralentir le projet, mais ça a cet intérêt-là que d'avoir des choses qu'on ne voit pas forcément quand on porte le projet au niveau hospitalier. Et donc ce projet, on l'a fait effectivement, je disais, en expérience patient, et au-delà du choix de la solution, l'intérêt qu'on y a trouvé, c'est d'adapter le contenu pédagogique, parce que la plateforme, au-delà d'analyser les risques, elle permet de faire passer de l'information. Et on parlait hier de la capacité à toucher les patients en termes d'information. Nous, la Ligue, d'autres associations nous ont mis des contenus pédagogiques en disant mais nous on travaille depuis des années sur le territoire, on a mis en créole tel élément, donnez-nous vos contenus et on les met sur la plateforme, ce qui permet au patient quand il va renseigner son formulaire d'avoir un peu de pub un peu avant avec le support de l'associatif derrière et donc il voit beaucoup plus d'informations, ce qui me permet moi ensuite de tracer, parce qu'en informatique on peut tout tracer, je sais qu'est-ce qui a été consulté, qu'est-ce qui n'a pas été consulté, qu'est-ce qui a marché, est-ce qu'ils sont connectés, pas connectés dessus. Premier élément. Deuxième élément, on a forcé un peu la main à la société en disant vous rentrez à la Martinique, c'est bien, on vous a fait rentrer, mais on veut de la place dans votre comité scientifique. Donc vous avez un comité scientifique national. Donc moi j'ai fait un plaidoyer pour que chez nous, l'oncologue médical, Dr Colomba, soit dans le comité scientifique national, en disant je ne signe pas si vous ne faites pas une place, il faut qu'il y ait des outre-mer qui soient représentés. Et puis ils ont un comité scientifique outre-mer spécifiquement, avec des médecins des différents territoires qui ont signé sur la solution, ce qui permet d'ajuster quelque part l'algorithmie à la réalité des retours qu'on peut avoir et des situations cliniques qu'on peut avoir sur le territoire. Donc ce projet il est majeur. Et troisième élément sur la partie support, et c'est un petit peu ça le sujet, c'est de se dire quelle est l'acceptabilité de ces solutions technologiques pour les patients. Mais au final, on s'est dit que les patients ne vont pas forcément complètement jouer le jeu, donc on leur a dit écoutez, vous allez embaucher, donc ils ont embauché 2 personnes, et vous allez embaucher des gens non pas de l'Hexagone, mais des gens des Antilles qui parlent créole,
derrière. Et ces personnes-là font de l'assistance. Ça veut dire que l'assistance à l'inclusion du patient, peuvent appeler le patient. Vous avez une chimio qui est prévue, vous n'avez pas validé votre compte, on va vous aider à valider le compte, ou bien on va le faire à votre place derrière. Ou quand on doit renseigner, quand le compte est validé, quand on doit renseigner les formulaires, certains patients, c'est notre assistance téléphonique qui les appelle et qui pose des questions de vive voix et qui coche à la place du patient, ce qui permet de valider le suivi de télésurveillance, mais télésurveillance qui est assistée. Et on est en train de travailler en ce moment à remplacer du coup, cette assistance derrière par des personnes physiques, par une intelligence artificielle. Et quand on regarde finalement nos statistiques, regardez ici sur le suivi, on a 1000 patients, on a démarré ce projet au mois d'octobre, il n'y a pas si longtemps que ça fait à peine 6 mois. On a déjà 1000 patients télésuivis. Et sur ces 1000 patients télésuivis, il y a 75% des patients qui sont autonomes et 25% qui ont un suivi assisté parce qu'il y a quelqu'un qui le fait à leur place par téléphone dans le cadre de l'échange. Sur l'ensemble des autres chiffres, mais si vous regardez, et ça c'est intéressant sur le débat qu'on avait sur l'accès à la donnée, parce que finalement, hier on a beaucoup parlé de chiffres du cancer, on est sur des chiffres de registre. Donc on est en train de parler de chiffres de 2021, de 2018, des chiffres assez anciens. Et moi aujourd'hui, je sais, par un reportage, je vous ai fait quelques captures, mais par de la BI opérationnelle en temps réel, où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui chez nous, dans le case mix des patients qui sont suivis, c'est principalement de la chimiothérapie par IV, on a beaucoup de chimiothérapie PEROS, on a un peu de radiothérapie qui commence dessus. En termes de classification clinique, on voit en temps réel, à partir des questionnaires qui ont été renseignés par le patient, où est-ce qu'on en est. Vous voyez que 11% d'alerte critique, c'est pas mal. Ça veut dire que si on prend 11% de 1000, il y a une centaine de patients qui auraient pu décompenser, qu'on a identifiés avant la décomposition. Et quand on prend les fragiles, c'est pareil. C'est à peu près 300 patients derrière. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir réagir quasiment en temps réel. Si on va un peu plus loin dans les chiffres, on a les détails sur les organes qui sont affectés, ça me permet de voir. Moi, ça me permet de suivre finalement quelque part l'adhésion de nos équipes médicales au projet, parce que c'est bien de me dire on va y aller derrière. Et moi, ça me permet de regarder à la fois sur les données de BI, quelque part, de savoir combien de patients ils suivent. Et finalement, on retrouve, par exemple, je sais que l'équipe 5, c'était mon médecin sponsor, disant on va essayer, docteur, il faut jouer le jeu, parce que je vois que 38% de la file active, c'est des 5 qui sont télésurveillés, et puis ensuite on voit les autres. Et il y a un point qui m'a marqué, et ça peut être sujet à débat là ici, j'ai été extrêmement surpris par la proportion de cancers métastatiques. La solution, mais elle nous fait apparaître ça grand, alors je le dis ici, on l'a pas dit dans la presse ou autre, mais ce qu'on voit là ici, vous voyez, sur les 1000 patients, j'en ai 46% qui sont métastatiques. Donc ça nous interpelle. Se dire pourquoi est-ce qu'il y a autant de patients métastatiques. Donc on demande à la société, vous avez un panel, il couvre la moitié des CLCC de France, et de se dire où est-ce qu'on en est. Eux sont marqués aussi. Et donc ça, c'est assez utile, c'est-à-dire qu'on n'attend pas les données du registre par la suite pour analyser, de faire des revues à distance, c'est se dire en temps réel, on a un problème. Et ça veut dire que si j'ai 46% de patients télésuivis sur les 1000 en cancérologie qui sont métastatiques, mais derrière, c'est soit on a raté quelque chose sur l'accès au système, soit on a raté quelque chose déjà sur la prévention, ça on en a parlé assez largement hier, soit on a raté quelque chose sur l'accès à la vie spécialisée, soit on a raté quelque chose sur le plateau technique, soit on a des délais de mise en traitement qui sont trop longs, mais c'est ce que ça veut dire. Et donc ça permet du coup finalement d'apprécier en quasi temps réel les incidences des politiques qu'on peut mener sur un territoire. Et ça, c'est un sujet qui doit nous interpeller. Donc on a un comité cancer dans l'établissement, on va débattre sur ce sujet-là. Et quand j'évoquais hier la capacité technologique à investir sur une thématique, et se dire c'est bien, vous avez donné l'exemple hier, la radiothérapie intervectorisée, c'est formidable, d'accord, mais entre les investissements qu'on doit faire sur des technologies aussi puissantes et travailler sur toutes les autres étapes du processus pour que la moitié des patients soient métastatiques, il y a peut-être des équilibres médicaux à trouver derrière sans faire de grandes revues morbidité. Donc ça nous montre ça sur les chiffres. Ça nous montre quoi également? C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle du PREMS au sein de la HAS. La HAS nous invite fortement à aller recueillir la satisfaction de nos usagers. Et sur la satisfaction, on passe souvent par deux éléments. Un premier élément qui est de dire mais qu'est-ce que vous pensez déjà de l'outil qu'on vous a mis à disposition? Donc on voit ici que 33% des patients sont très satisfaits, 54% satisfaits. Donc on se dit bon, c'est pas mal sur ce volet-là. Ça c'est sur l'outil technologique. Ensuite, qu'est-ce que vous pensez du temps de réponse des soignants? Parce que c'est bien d'avoir à renseigner le formulaire, mais si je ne suis pas rappelé par l'infirmière, quand l'application est ici, je vais être rappelé. Donc on voit qu'on est pas mal, avec globalement 93% des patients qui sont satisfaits. Donc moi, ça me permet de contrebalancer aussi la critique qu'on peut entendre sur les équipes médicales, vous ne répondez jamais, vous n'êtes pas bon, etc. Je vois que 93% des patients qui ont renseigné le formulaire satisfaction, donc il y en a quand même quasiment la moitié des 1000 qui l'ont fait, sont globalement satisfaits du délai de réponse des soignants. Et puis ensuite, est-ce que les messages thérapeutiques envoyés, vous les avez trouvés utiles et pertinents? C'est le patient qui juge par lui-même
la pertinence des messages thérapeutiques qui ont été envoyés par l'application, et globalement, on voit qu'on s'y retrouve. Et vous voyez qu'en termes de répartition d'âge, on pourrait se dire, bon, allez, Alexander, il parle de technologie numérique, mais les patients sont âgés, chez nous, ça ne marchera pas. Ben, 66% de moyenne d'âge, et vous voyez que sur la tranche 70-79 ans, ben, on a un nombre important de patients, 296. Sur 80-89 ans, on a des patients aussi, et ces patients, on va les chercher par la télésurveillance assistée, parce qu'on téléphone et on renseigne les formulaires à leur place. Donc ça, c'est de l'évolution, et c'est de la bonne évolution dans l'établissement sur la partie suivi chimiothérapie. Et en ce moment, on travaille sur l'hématologie, on travaille sur les hormonothérapies de prostate, et donc on grandit au fur et à mesure. Et le deal avec les praticiens, c'est démontrez-moi que vous êtes capable de faire 300 patients. Quand on fait 300 patients, je vous recrute une infirmière. Et c'est le deal gagnant-gagnant. Ensuite, notre patient, même si on a mis de la télésurveillance sur de la chimio, même si on a mis l'ensemble des outils qu'on a, ben ça peut arriver qu'il décompense et qu'il se retrouve aux urgences. Donc tout le débat pour nous, c'était de dire comment est-ce qu'on arrive à faire la transparence sur la prise en charge de ces patients quand ils arrivent aux urgences. Vous savez un peu comment ça se passe dans tous nos services d'urgence. Vous rentrez, vous ne savez pas à quelle heure vous sortirez, votre famille ne sait pas où vous en êtes. Et donc on a travaillé avec 2 médecins urgentistes normands qui ont développé une application qui cherchait un gros établissement de référence. Il était déjà à l'hôpital Foch à Paris, mais il cherchait un gros établissement public de santé pour ouvrir le marché. Et donc c'est l'application Follow Me. Donc, je les ai rencontrés l'an dernier, je leur avais dit écoutez, quand on aura un peu de temps, on va travailler sur ça. Donc je les ai rencontrés en mai sur Expo. Au mois d'octobre, on a commencé à bosser dessus. Et au mois d'octobre, on a lancé les choses. Et c'est assez remarquable. Donc on a démarré du coup l'application en début du mois d'avril. Et donc l'outil permet quoi? On a mappé l'ensemble des événements. On a fait une cartographie de processus. J'arrive aux urgences, je vois l'agent administratif. Ensuite, je vois l'infirmière d'accueil d'orientation. Ensuite, je vois le médecin. Et tout ce beau monde renseigne quelque chose dans un logiciel. Parce que j'ai fait un accueil administratif. L'infirmière d'accueil d'orientation a renseigné un formulaire avec une grille, notamment la French en règle générale qu'on utilise, ou la grille de Manchester. Derrière ça, le médecin a renseigné un formulaire. Il a prescrit une biologie. Derrière, quand il a prescrit la biologie, l'infirmière elle fait son prélèvement. Elle trace dans son plan de soins qu'elle a fait son prélèvement. Le tube il part au laboratoire. On trace dans tout laboratoire de France et de Navarre que le tube est arrivé dans le système d'information du labo. Le médecin a fait son compte rendu biologie. Il valide forcément quelque chose en validation technique ou validation médicale. En imagerie, même chose. Le manip radio accueille le patient. Quand il a fini son examen, il le cote et quand le radiologue a fait, il valide. Et donc on a mappé tous ces événements-là. Et ça nous a permis de développer cette application. Vous la voyez ici. Quand le patient arrive chez nous aux urgences, il reçoit un SMS. Bienvenue à l'hôpital, il n'y a jamais son nom pour des questions de confidentialité. Il clique sur le lien et derrière, on a mis du contenu pédagogique. Comment ça se passe aux urgences? Pourquoi vous voyez une infirmière avant? Que ce n'est pas par ordre de priorité, qu'on explique c'est quoi le classement des urgences. Derrière, on lui donne les différentes heures. Donc, ce n'est pas utile pour lui d'avoir les heures, mais pour sa famille, c'est bien utile, parce qu'il peut renvoyer le lien à sa famille, et nous, on peut rajouter la famille dans les liens. Et donc, on fait la transparence complète. Quand bien même nos patients restent, parce qu'on a à peu près 18 heures de durée moyenne de passage aux urgences chez nous, mais la famille, c'est en temps réel. S'il y a de la biologie prescrite, à quelle heure elle a été faite, à quelle heure elle est revenue derrière. Et là, ça a changé complètement les choses en termes de transparence. Nous, on a mis des agents de liaison aux urgences pour compléter. Elles ont des vues de ce type-là qui permettent, en vert, ce sont les étapes du processus qui sont validées, en orange, en cours, en rouge, pas encore débuté. Et ça permet de répondre aussi au téléphone aux familles et d'inviter les familles dans la prise en charge derrière. Et donc là, ça change complètement tout. Et même logique sur cette application, on a mis du PREMS, le patient vote en disant de 1 à 5, qu'est-ce que vous avez pensé de l'application, de 1 à 5, qu'est-ce que vous avez pensé de la prise en charge aux urgences. Et finalement, on voit que les gens qui nous disent qu'on est complètement nuls, à la fin des fins, première semaine, j'avais 700 passages aux urgences sur la première semaine, 200 patients qui se sont connectés sur 700, ce qui était pas mal pour une semaine de démarrage, et derrière j'avais une note de 4,1 sur 5 sur le ressenti des patients, sur leur prise en charge des urgences, et ils peuvent nous mettre des verbatims. C'est formidable, ou bien j'ai eu froid, ou j'ai pas mangé, etc. Ce qui nous permet d'avoir aussi en temps réel du retour satisfaction de l'usager. Donc ça c'est Follow Me aux urgences pour gérer les décompensations. Maintenant, sur le peu de temps qui me reste, quelque part, je vous ai parlé de prise en charge clinique sur la partie cancer, on a vu l'IA à chacune des étapes, mais à côté de ça, moi je suis directeur d'hôpital, et l'enjeu c'est aussi de financer ces technologies-là. Comment est-ce que la technologie apporte des recettes qui nous permettent de réinvestir sur la technologie ou sur les hommes? Je vous ai parlé sur les hommes et les femmes du recrutement d'infirmières de pratique avancée grâce à la télésurveillance.
Mais là, on va, même chose, je vous ai parlé en début de présentation d'un dossier patient informatisé qui récupère des informations de tout, de radiothérapie, de bloc opératoire, de l'ensemble des secteurs. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une IA, alors ça existe au niveau national, c'est pas aussi révolutionnaire que ce que je vous ai montré sur Follow Me, mais elle va checker toutes les informations du dossier. Elle va analyser l'ensemble des informations du dossier, elle prend le codage qui est fait par nos médecins DIM, et derrière, elle vient dire, sur ce séjour-là, si vous changez le code SIM10, ça rapporte tant. Donc ça, on l'a mis en place on a démarré le projet au mois de novembre, l'application était disponible en mi-janvier, on a revu tous les séjours de 2025, on a récupéré 2,5 millions. Sur un budget de 760 millions, ça commençait à être intéressant, 2,5 millions derrière. Et depuis le début de l'année, sur les 3 premiers mois de l'année, on est déjà à 900 000 euros. Donc l'outil vient de manière automatique analyser. Attention, on a oublié qu'il y avait un globe vésical, on a oublié qu'il y avait un escar derrière statifié, ou dans le compte rendu du radiologue, j'ai vu telle chose, et elle dit, en plus, au codeur, voici où j'ai trouvé l'information dans le dossier patient informatisé. Donc c'est des petites choses qui peuvent être assez faciles à mettre en place et qui permettent de financer ensuite l'évolution technologique. Si je prends l'enseignement et l'accès à la littérature, même logique, au départ 2022, il n'était pas question de se dire qu'on irait sur l'intelligence artificielle pour aider les médecins à prendre des décisions. Parce que vous comprenez, l'IA est entraînée sur des données qui ne sont pas bonnes, elle peut raconter n'importe quoi. Donc on était resté sur une solution qui s'appelle UpToDate, classique, qui permettait de donner de l'information uniquement sur des sujets cliniques qui sortaient de revues à comité de lecture. Donc c'était quelque part la base qui n'existait pas. Ça nous coûte 30 000 euros quand même. On l'a mis en place pour que le médecin puisse avoir soit UpToDate quelque part sur la bibliographie scientifique sur les prises en charge. Donc ça, c'est la base. Sauf que maintenant, on voit que ce n'est pas suffisant parce que le médecin, en faisant un moteur de recherche, par mots-clés, ça passe en dehors finalement de la question clinique qui se pose réellement. Donc ces outils maintenant embarquent de l'intelligence artificielle qui permettent d'aller non pas interroger le web grand public, mais d'interroger les revues à comité de lecture, derrière, et remonter d'informations qualitatives pour les médecins. On l'a mis en place, ils sont très contents et ça aide. Maintenant, si on va sur la partie recherche pour terminer, ce qui est important à avoir en tête sur la partie recherche, c'est que l'intelligence artificielle, elle est pertinente sur la base des données sur lesquelles elle a été entraînée. Donc si vous prenez une population blanche européenne, derrière, elle vous apportera des réponses de population blanche européenne. Donc il y a un enjeu extrêmement fort à constituer des bases de données de territoires ultramarins homogènes pour pouvoir s'assurer que les intelligences artificielles qui vont travailler dessus apportent des réponses qui soient pertinentes sur le plan clinique. J'ai l'air d'enfoncer des portes quand je dis ça, mais l'enjeu des entrepôts de données de santé, ce n'était pas forcément quelque chose qu'on avait forcément compris dans les territoires. Donc là, l'enjeu maintenant, il est fort. Donc, on a fait le travail de dématérialiser les données au départ, c'est ce que je me suis efforcé de vous démontrer. Maintenant qu'on a pu s'assurer qu'il n'y ait plus de papier ici ou là, que les comptes rendus soient tous dactylographiés, que toutes les informations soient en base de données, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi sur un entrepôt de données de santé. Donc on s'est marié avec le CHU de Rennes, l'équipe du professeur Pugia, qui a développé un outil qui s'appelle IOP avec Orange et Novacom. Et donc, même chose que pour notre IA, on a créé un entrepôt de données de santé qui est alimenté par tous les comptes rendus qui est dans le DPI. C'était assez intéressant de faire le projet sans perdre de temps. Donc chaque fois que je faisais revenir quelque chose vers le DPI, on fait un petit Y en aiguillage et on l'envoie dans l'entrepôt de données de santé, ce qui permet d'avoir des données en vie réelle derrière. Donc on a les données de la gestion administrative des malades, on a les données du codage par l'ensemble des médecins et par le médecin DIM, on a l'ensemble des comptes rendus, on a la biologie qui est dedans. On a créé, comme la CNIL nous le demande, un conseil éthique et scientifique. Et derrière, l'intérêt pour nos communautés médicales, c'est de se dire, je veux faire un travail de recherche sur des patients qui ont un cancer de la prostate, qui sont en même temps diabétiques et qui sont en même temps obèses et qui sont venus dans l'hôpital de telle date à telle date, juste par une requête. On a recruté des data scientists et des data managers, mais l'outil nous remonte des cohortes complètes derrière rapidement. Donc c'est intéressant pour nos chercheurs pour soutenir leurs publications, mais c'est intéressant également pour notre crédibilité vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, puisque derrière, on est capable de dire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le business, j'ai un médicament qui sort, on parlait des essais, je vais faire des essais. Si on n'est pas capable de dire combien de divisions qu'il y a dans notre armée derrière, mais finalement, l'industriel ne vient pas faire un partenariat avec nous. Là, on sait dire, sur votre médicament qui cible ce profil-là de patients, on en a tant qui ont été soignés dans notre établissement, donc potentiellement, voici ce qui arrive par la suite. Donc ça, on l'a mis en place, Martinique. Et puis maintenant, on a fait un partenariat avec la Guadeloupe pour les accompagner à avoir leur propre entrepôt aussi et de croiser les données de nos deux entrepôts, ce qui nous permet d'avoir une base de population à terme. On est 360 000, ils sont 400 000, d'avoir 700 000 et on espère qu'avec les Guyanais, on arrivera à faire la même chose, qu'on a les mêmes spécificités génétiques
et donc d'arriver à avoir des entrepôts uniques et de partager quelque part la donnée. Maintenant, si on prend la partie des ressources biologiques, on a un CERBIM, un centre de ressources biologiques à la Martinique, il est certifié ISO 9001, ISO 20387, donc avec une qualité appréciée. L'intérêt, c'est qu'on arrive à récupérer du coup des prélèvements, à les garder en stock derrière, et quand mon étude derrière mon entrepôt dit qu'il faut ressortir tel dossier, on est capable de récupérer les échantillons sanguins et de les ressortir à l'aune de la technologie qu'on aura derrière. Et c'est en ça que les biobanques commencent à présenter leur intérêt, c'est que finalement, je vous ai parlé déjà du grand progrès qu'il y a sur les données telles qu'on les a, et si vous rajoutez à ça le potentiel des échantillons biologiques qu'il y a ensuite derrière, et au final, on a tout en place pour mettre en place une médecine adaptée aux besoins de santé sur nos territoires, et c'est un peu quelque part le point sur lequel je souhaitais insister. Donc, si je vais sur la conclusion, puisque je déborde légèrement là, sur la partie conclusion, vous voyez que dès lors qu'on a une direction et un comité médico-soignant qui est volontariste, on a des résultats. Ce que je vous ai présenté sur l'ensemble des solutions, ce n'est pas des choses d'il y a 20 ans. Je suis arrivé en avril 2022, je fais un bilan entre avril 2022 et aujourd'hui, et je n'ai pas le temps de tout vous présenter, des éléments très spécifiques concernés. Quand on veut, on peut le faire. Deuxième chose, on a des effets concrets de la transformation numérique et de ces investissements-là de manière assez large. C'est-à-dire qu'on a déjà la satisfaction médico-soignante, on a l'attractivité pour les professionnels de santé. Quand le médecin doit choisir un mode de territoire, quand il sait qu'il va faire 10 fois la même chose au papier, qu'il n'aura pas de filet de sécurité, que dans un établissement à côté, il est up-to-date, qu'il a accès à la donnée, qu'il a un agent IA derrière qui lui permet d'éviter de faire des bêtises par la suite, c'est un peu plus confortable pour travailler. On a le retour des usagers, je l'ai évoqué sur la partie des télésurveillances et sur la partie des urgences, mais également on a la certification de la Haute Autorité de Santé. Notre hôpital n'avait jamais été certifié par la Haute Autorité de Santé, donc je ne dirais pas qu'il n'y a que le numérique qui a contribué, mais entre le début de la transformation numérique, entre 2022 et 2023, on est certifié sous condition. Quand vous voyez l'attention que la Haute Autorité de Santé a sur le circuit du médicament, mais si vous n'êtes pas informatisé, si vous n'avez pas d'IA, si vous n'avez pas d'analyse pharmaceutique, si vous n'avez pas de la conciliation médicamenteuse aidée par l'IA, c'est difficile de décrocher le sésame, et donc ça nous a aidé, ce qui nous permet d'avoir ce macaron certification. On voit qu'il y a une vague qui est subie par les établissements, donc ça nous tombe dessus, ça va très très vite, donc il faut se structurer intellectuellement pour faire face à cette vague-là. Il y a des intérêts qui sont évidents dans certains cas, je pense que je vous ai convaincu sur certains intérêts. Dans d'autres cas, il y a des intérêts supposés, je ne vous ai pas présenté. Par exemple, il y a une IA qui s'appelle Logstrip que j'ai essayé en imagerie médicale parce que je pensais que les radiologues gagneraient à standardiser leur compte rendu en se disant bon, on a beaucoup de PADU, chacun fait son compte rendu comme il veut, donc je vais trouver une IA qui permet d'avoir des arbres analytiques en se posant les bonnes questions et puis le compte rendu s'auto-implémente. Mais ils ne l'ont pas utilisé, ça a fait un flop. Donc il y a parfois des échecs, mais il faut pouvoir continuer à se dire que même si on a raté sur ce projet-là, il faut quand même y aller et ne pas avoir peur de l'innovation. Ça demande une stratégie, un cadrage et un accompagnement. Ça demande des soutiens financiers. Dans ce que je vous ai montré, quelque part, le CHU de la Martinique, c'est 160 millions de déficit sur 760 millions de budget. Donc, on n'a pas beaucoup de marge. Mais d'aller voir les élus, on a des fonds européens qui ne sont pas consommés sur le territoire, des dégagements d'office qui sont importants. Donc, aller présenter des dossiers ficelés à nos élus en disant, quand je vous ai présenté pour le TEP hier, quand je vous présente sur mon dossier patient informatisé, je récupère 7 millions de fonds européens. Disant, on va voir le président de la collectivité, voici ce qu'on va faire pour le territoire, vous nous suivez, vous ne nous suivez pas, ok, ça passe en plénière, il valide, ça nous permet d'avancer. Quand je vous ai parlé de l'optimisation du codage, mais là c'est un pari qu'on fait, et quand on récupère 2,4 millions chaque année, mais finalement ça nous coûte 100 000 € par an, je récupère 2,4 millions. Donc c'est aussi intéressant de le faire, et puis d'aller chercher des appels à manifestation d'intérêt au niveau national. Moi, je réponds à tous les appels à projets nationaux, et donc derrière, il n'y a pas un appel à projet sur lequel le CHU ne se positionne pas. Je ne vous ai pas parlé de l'intelligence artificielle qu'on a au niveau des urgences, qui est agentique, qui fait tout, qui traduit le dossier, qui reformule les abréviations du médecin. Ça, j'ai récupéré 100 000 € de fonds nationaux en déposant un projet sur un appel à projet. Et puis, dernière slide, il y a des enjeux, il y a des risques. Donc, il ne faut pas qu'on considère qu'il y a de la magie dans cette affaire-là. Il y a des risques juridiques, il y a des risques techniques, des risques de souveraineté numérique, parce que certains des acteurs qu'on a choisis ne sont pas des acteurs français. Donc, si Donald Trump dit qu'il coupe demain, ça peut nous mettre en difficulté. Il y a des risques sur la partie hallucination. J'insiste sur ce point-là, je vous expliquerai rapidement c'était quoi une IA au départ. Il faut avoir en tête qu'une IA générative, elle fait ce qu'on appelle des hallucinations. Je ne parle pas de l'entraînement des données, juste sur des données saines, elle raconte n'importe quoi. Ça arrive. Donc comme ce risque d'hallucination existe, il faut être extrêmement vigilant sur les démarches qualité
et s'assurer que les équipes médicales derrière relisent, derrière, font des contrôles aléatoires, que les seniors puissent se repositionner derrière, pour être sûr qu'on ne passe pas à côté, parce qu'elle peut vous raconter, elle peut vous voir un cancer là où il n'y en a pas, ou vous supprimer un cancer là où il y en avait. Donc c'est de se dire qu'il faut qu'on ait des process qualité derrière. Et puis un enjeu de perte de compétences clés, donc là c'est pas moi qui le dis, il y a un article dans le Lancet sur ce point-là. Ils prennent des gastro-entérologues qui font des endoscopies, et derrière, et qui cherchent des adénomes. Les gastro-entérologues sans IA, on regarde le taux de détection. Les gastro-entérologues avec IA, donc bien évidemment ceux-là détectent plus. Et quand on prend cette même population de gastro-entérologues qui a l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle et qu'on leur enlève l'intelligence artificielle, ils perdent 6 points de détection. Ils deviennent moins bons que ceux qui n'ont jamais utilisé l'intelligence artificielle. Donc ça doit quand même nous faire méditer sur le fait de dire que la technologie, elle arrive vite, mais il y a un risque de perte de compétences, un risque de perte d'expertise par la facilité, et donc il faut accompagner ces dynamiques-là. Donc il n'y a pas de magie, c'est un copilote, mais qui a tendance à devenir une obligation implicite. Je prends le dernier rapport de l'Académie nationale de médecine, un peu surpris, fin d'année dernière, l'utilisation des applications IA cliniquement validées doit désormais faire partie des obligations de moyens en imagerie. Donc moi, directeur, quand je vois ça, ça me fait dire qu'un radiologue qui n'a pas d'IA pour l'assister, s'il fait une erreur de diagnostic, c'est-à-dire que je peux aller en prison en même temps que lui sur son erreur diagnostique, parce qu'il y avait une obligation de moyens. Sur le marché, il y avait des solutions qui auraient pu lui éviter l'erreur, donc je dois investir. Donc je termine par ce point-là et je vous remercie pour votre attention.